et merci pour cette introduction. Donc, alors je vais parler des fleuves. Donc on a une petite heure un peu à disposition. Je vous invite aussi après, si vous avez des questions, peut-être garder les questions. Je pense que je laisserai un peu de temps pour discuter. Le but, c'est pas de vous achever avec des transparents. Donc, vous l'avez entendu, je suis le directeur du CEFREM. Au CEFREM, chez nous, on est une unité mixte assez pluridisciplinaire. On travaille un peu de la biologie des tortues jusqu'à la nature des sédiments à 3000 mètres de profondeur, majoritairement sur la Méditerranée, majoritairement aussi sur le golfe de Lion. Et justement, cette spécificité qu'on a, donc on est très, très diversifié, mais on est persuadé que justement, dans l'observation un peu de changements globaux qui nous perturbent ou qui nous occupent tous, justement, cette connexion terre-mer peut jouer un rôle important. Et là-dessus, moi qui suis plutôt spécialiste un peu de fleuves, je vais parler de ça. Je m'excuse d'emblée, vous voyez peut-être avec mon nom, je ne suis pas français, je suis allemand. C'est hier soir, j'ai mis un peu les transparents un peu au point. Pour les erreurs d'orthographe, je m'excuse d'emblée. Voilà. Alors, de quoi je vais parler ce matin? Donc, j'ai essayé d'élaborer un plan. Tout d'abord, je veux faire un tout petit peu court avec vous pour vous convaincre de manière générale quel est le lien entre les fleuves et les océans. Parce que souvent, les deux, on les dissocie. Après, je parlerai un peu sur des sujets de recherche à l'intérieur desquels je suis impliqué, justement rien que sur les apports en eau à la Méditerranée, pour vous montrer que ça, c'est déjà quelque chose de très important au niveau des changements globaux. Après aussi, les fleuves, c'est les fertilisants un peu de la productivité biologique en mer. Je parlerai là-dessus. Je parlerai également, c'est quelque chose de très important, la rétention des sédiments dans les barrages qui va accélérer nos érosions de côtes. Et finalement, je parle aussi sur le problème de plastique. C'est un sujet, je suis impliqué aussi. Je vais aller sur le bateau Tara à la fin du mois. Mais il y a d'autres intervenants qui vont parler là-dessus, en particulier Jean-François Giglione de Banyuls, qui est le responsable de cette mission, et aussi un autre collègue, Philippe Kerharvé, chez nous, qui est très actif et qui parlera demain de ça. Donc effectivement, le premier point que je vais aborder et je vais l'introduire de cette façon-là. Ça pourrait être une question, la tête au carré, sur France Inter, et un enfant qui appelle « Monsieur, pourquoi il y a du sel dans l'eau des mers ?» Évidemment, on pourrait se poser la question, oui, bonne question. Je peux vous donner une réponse très facile qui va peut-être pas vous convaincre tout de suite. Il y a du sel dans l'eau de mer parce que le fleuve en apporte. Donc les fleuves sont à l'origine de la salinité de l'eau de mer. Après, vous allez me dire, mais c'est bizarre. Et là, si on regarde la composition de l'eau de mer, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez ici les éléments majeurs pour l'eau de mer et les fleuves. On voit qu'effectivement, cette composition est très différente. L'eau de mer, vous savez, c'est des chlorures de sodium, et dans le fleuve, c'est essentiellement des bicarbonates de calcium, et c'est beaucoup plus diversifié. Alors, comment on peut expliquer ça? Donc, tout simplement parce que dans les océans, il y a quelques éléments qui sont enlevés très rapidement, de préférence. Vous le voyez ici, le calcium, le bicarbonate, le silicium. Pourquoi? Ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des océans, effectivement, ce sont les éléments qui sont directement impliqués dans la production primaire. C'est les micro-organismes dans l'eau qui font la photosynthèse, qui utilisent, ou tous les organismes qui utilisent ces éléments pour faire leur squelette et leurs conquilles. Après, il y a des éléments avec un temps de résidence intermédiaire, le potassium, magnésium, qui sont impliqués dans la formation des argiles, les interactions avec les sédiments, donc qui sont enlevés un peu plus lentement. Aussi la formation, moi je suis géologue, donc la formation des évaporites. Et après, effectivement, il y a les chlorures et le sodium, et on pourrait dire, oui, personne ne sait quoi faire avec ça, et ça reste justement dans l'océan, et ça s'accumule. Justement, et avec cette notion, on peut calculer quel est le temps de résidence de ces éléments dans l'eau. Sous l'hypothèse, le fleuve apporte cette quantité d'eau avec une composition que vous voyez ici.
Dans l'eau de mer, vous avez énormément d'eau avec cette composition. Donc, souvent, j'utilise un peu ce calcul avec mes étudiants pour faire exploser un peu les calculatrices parce qu'il y a trop de zéros, on ne sait pas trop comment les caser. Et finalement, donc, on peut calculer le temps de résidence de ces éléments dans l'eau. Et justement, moi, je ne suis pas le premier qui a fait ça. Donc, il y a 120 ans à peu près, un monsieur Joly qui a fait un peu cette approche qui disait, parce que c'était la fin du 19e, c'est un peu les approches scientifiques, on se posait la question, mais l'âge de la Terre, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement la contraindre? Et justement, elle est arrivée, oui, c'est l'âge des océans, ça doit être à peu près 100 millions d'années. Bien sûr, ce n'est pas exactement l'âge de la Terre, mais on pourrait dire que les océans se sont formés tout de suite après. Donc il y avait une première datation de l'âge de la Terre ou des océans, 100 000 années. C'est intéressant parce que juste après, il y a un physicien assez célèbre qui est devenu Lord Kelvin, donc M. Thomson, qui faisait une approche de la datation de l'âge de la Terre complètement différent, simplement par le calcul du refroidissement de la Terre. Si elle se forme par cristallisation de minéraux, donc on peut calculer combien de temps il faut pour refroidir ces corps. Il est arrivé aussi à 100 millions d'années, et donc effectivement, vous avez, nous les scientifiques, on aime ça énormément, il y a deux approches complètement différentes, ils trouvent le même résultat, on va dire super, ça c'est la science dure, ça peut être que ça. En réalité, bien sûr, vous savez, les deux se sont plantés complètement, l'âge de la Terre est beaucoup plus ancienne. Pourquoi monsieur Kelvin, Lord Kelvin s'est planté? Parce qu'on ne connaissait pas encore la radioactivité à l'époque, et au cœur de la Terre, on a la désintégration des éléments radioactifs, on a un chauffage, et effectivement, la Terre se refroidit plus lentement. Pourquoi M. Joly s'est planté? Parce qu'effectivement, il ne connaissait pas encore la tectonique des plaques. Donc, parce qu'aujourd'hui, le chlorure et le sodium, ils ont quand même une sortie de l'eau de mer, parce qu'ils vont disparaître dans les zones de subduction avec les sédiments. Donc, il y a ce qu'on appelle le cycle de Roche, et on peut justement démontrer qu'aujourd'hui, la composition de l'eau de mer, ce n'est pas le résultat d'une accumulation continue, il y a un équilibre entre ce qui arrive et ce qui sort. C'est-à-dire la composition de l'eau de mer, au moins depuis 500 millions d'années, n'a pas changé. Mais effectivement, M. Joly ne pouvait pas le savoir non plus. Donc effectivement, voilà, c'est pour aboutir un peu ces premières... la réponse est relativement facile, c'est le fleuve, on en apporte. Bien sûr, je triche un tout petit peu, il y a aussi l'altération de la croûte océanique qui est impliquée, donc ce n'est pas si simple que ça, mais effectivement, ça c'est souvent quelque chose, pour nous les géologues, l'eau de mer n'est rien que l'eau de fleuve améliorée ou un peu modifiée. Je trouve ça intéressant, pourquoi? Parce qu'à la fin de mon discours, je vais aussi parler un peu de la pollution de plastique. Et c'est justement à travers du plastique, aujourd'hui, on réalise, on peut même polluer les océans. Avant, les océans, pour nous, c'était tellement vaste, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pourrait avoir un impact. Mais on a un tel impact aujourd'hui, et les plastiques, c'est un très bon exemple. Si on pollue les fleuves, on finit aussi à polluer la mer. Et justement, c'est ce qu'on voit maintenant affiché à Paris, et j'ai dû comprendre ici à Collioure, c'est la même chose. Donc les égouts de la ville, on affiche « Faites attention, c'est une porte vers les océans, si vous polluez ici, vous polluez les océans ». Voilà, c'est un peu mon introduction, parce que maintenant je veux quand même un peu parler plus côté recherche. Donc la première chose que je veux aborder avec vous, c'est quel est le rôle des fleuves au niveau de la circulation des eaux. Et je ne vous montre pas encore la Méditerranée, je vous montre quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est particulièrement important pour les océanographes, le schéma de la circulation thermohyaline. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ici les croix. Il y a quelque peu d'endroits dans les océans où on peut former des eaux profondes, parce que c'est l'interjeu entre l'augmentation de la densité via l'augmentation de la salinité et l'abaissement de la température. Et après, l'eau va circuler de cette façon-là, va remonter et va revenir.
C'est quelque chose de très important aussi pour les climats parce que ce cycle-là, il est lent, ça prend 1000 ans, ce qui veut dire aussi les océans, pour se mélanger, il faut attendre 1000 ans. C'est quelque chose qui est particulièrement important par rapport au problème du changement climatique parce que théoriquement, les océans pourraient très facilement assimiler assez rapide tout le CO2 qu'on est en train de souffler dans l'air, sauf il faut leur laisser 1000 ans pour se mélanger, et ça, 1000 ans, on n'a pas à notre disposition. Mais pourquoi je vais vous montrer ça? Parce que vous êtes ici. Il y a aussi un tout petit croix là, chez nous, et justement dans le golfe du Lion, sur lequel nous on travaille particulièrement, c'est notre objet d'étude, c'est un des rares endroits en Méditerranée où on a la formation des eaux profondes. Donc, ce n'est pas par hasard que nous, on pourrait penser, on fait nos études dans cette région, parce qu'évidemment c'est pratique, on a juste les bateaux à prendre, mais c'est une des régions clés pour le fonctionnement de la Méditerranée. Donc, et je veux un peu parler de ça. Pourquoi c'est important? Parce que, justement, avec le changement climatique, vous le savez certainement, la région méditerranéenne est particulièrement exposée justement à ce changement climatique parce qu'on a l'augmentation de la température qui est déjà associée, on fait la recherche un peu là-dessus, avec la diminution des précipitations. Et il y a à peu près 10 ans, j'étais impliqué un peu dans une étude de reconstitution des apports d'eau douce à la Méditerranée, en comparaison avec la mer Noire, et on peut voir évidemment la mer Noire, il n'y avait pas trop de changements qui ont été détectés, mais au niveau de la Méditerranée, on peut quand même détecter une baisse des apports en eau de l'ordre de 20%. Mais justement, ceci veut dire moins d'eau douce à la mer, et justement, ça peut affecter les bilans hydriques, et ça peut affecter la circulation. Et la circulation en Méditerranée, c'est quelque chose qui est très particulière. Je l'ai représenté ici. En Méditerranée, il fait chaud, vous le savez tous. Donc la Méditerranée, c'est un bassin d'évaporation, on appelle ça. C'est-à-dire, vous perdez beaucoup plus d'eau douce par l'évaporation qui arrive par le fleuve et par la pluie. Ce qui fait que vous perdez de l'eau, et cette eau que vous perdez est remplacée par l'eau de l'Atlantique qui pénètre en Méditerranée, des très grandes quantités d'eau, qui va se concentrer un peu en Méditerranée orientale parce qu'il fait le plus chaud, qui va descendre et donc c'est une couche d'eau intermédiaire qui va ressortir à Gibraltar. Mais il y a quelque peu d'endroits où on peut avoir la formation des eaux profondes. Le golfe du Lion, la mer Adriatique. Pourquoi? Parce que c'est lié au système de vent, à la circulation. Parce que le vent et l'exposition au vent va augmenter la salinité d'une telle manière que justement la densité de l'eau atteint le seuil critique pour pouvoir plonger. Donc, après, mais on a quand même découvert que la formation des eaux profondes, c'est pas que là. Dans certaines constellations, c'est quelque chose qui a été découvert un peu à la fin des années 80, début 90, ce qui s'est appelé le East Mediterranean Transient. On a aussi des constellations qu'il y a la formation des eaux profondes en mer Léventine. Non, en mer Égée, pardon. Donc ici, c'est la mer Égée. Et justement, on peut comparer justement cette période, ça coïncide assez bien avec un très faible apport d'eau douce par les fleuves. Parce que justement, les fleuves, ça intervient et il y a aussi des études qui ont essayé d'étudier l'impact du barrage du Nil, parce qu'il y a moins d'eau qui arrive sur la circulation, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est évidemment, je ne vous dis pas que le fleuve, ça explique tout, il y a aussi mais effectivement, c'est un élément important au niveau de la circulation. Et après, on pourrait se poser la question, mais la circulation, finalement, on s'en fiche, est-ce que ça va un peu comme ça? Cette circulation est très, très importante pour la productivité en Méditerranée. Je vous montre la même chose, maintenant, un peu avec une carte. Vous voyez les zones violettes, c'est là où on a la formation des eaux profondes en Méditerranée. Et si vous regardez les zones de productivité, qui est ça, effectivement, je vous montre ça aussi après, on détecte ça avec les satellites, avec le chlorophylla. Les zones de productivité sont liées à ces régions de formation des eaux denses. Pourquoi? Ceux qui ont un peu de notions en océanographie,
Pour faire vivre le plancton, il faut des nutriments. Les nutriments sont en bas. Les couches à la surface, il n'y a pratiquement plus de nutriments. Si vous voulez alimenter la production primaire, il faut faire remonter de l'eau de profondeur. Donc si vous avez des zones de mélange, vous alimentez la production. Si vous arrêtez le mélange, vous arrêtez la productivité. Et justement, avec le changement climatique, il y a des collègues, des modélisateurs qui travaillent là-dessus. Comme les eaux sont de plus en plus chaudes, on renforce la stratification de l'eau. Et finalement, cette convection risque de s'affaiblir et ça pourrait provoquer une baisse de la productivité de la Méditerranée dans son ensemble. Voilà. Premier exemple, pourquoi les fleuves sont importants, rien que pour l'eau qu'ils apportent. Voilà, j'ai essayé de faire un peu de sorte voilà, c'est des facteurs importants au niveau de la circulation. Les apports en eau douce baissent en Méditerranée. Le CC, c'est le changement climatique. Et effectivement, ça impacte la productivité biologique. Maintenant, bien sûr, les fleuves apportent aussi directement de nutriments. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et je montre à nouveau une image satellitaire du chlorophylle A. Le chlorophylle A, pour nous, c'est une façon de détecter l'activité photosynthétique dans l'eau. Si c'est jaune, rouge, beaucoup d'activité. Si c'est bleu, rien qui se passe. C'est qu'une image un peu instantanée, mais vous voyez une situation, la Méditerranée est bleue, partout autour ça bouge, mer Noire et en mer du Nord, plein de productivité. En Méditerranée, pratiquement rien qui se passe. Parce qu'effectivement, la Méditerranée, c'est quelque chose qu'on appelle une mer oligotrophe. Elle n'est pas très productive par rapport aux autres zones. Maintenant, évidemment, ça ne se voit pas très bien, mais quand je superpose le réseau hydrographique des fleuves, on voit que même les quais et taches, souvent, c'est lié aux apports des fleuves. Et ça, c'est-à-dire en zone côtière, qui est important pour nous, pour la pêche et tout ça, c'est la productivité est naturellement très liée aux apports par les fleuves. Vous voyez par exemple ici, je vais revenir un peu sur cet exemple, le Pô, c'est le seul endroit où vous avez des couleurs rouges et c'est effectivement là où on pouvait aussi parfois détecter des phénomènes d'eutrophisation. Vous connaissez ça peut-être, si on a trop de nutriments, il y a trop de prolifération des algues, ça consomme l'oxygène et ce n'est pas bon du tout pour les écosystèmes. Pourquoi c'est important ? Parce que l'apport des fleuves, c'est directement le résultat, ça traduit directement ce que nous faisons dans les bassins versants. J'étais aussi impliqué un peu dans une étude, dans un projet européen. On faisait une reconstitution de l'évolution des apports en nitrates et phosphates par les fleuves à la Méditerranée. Et vous voyez, il y a des gros changements. Ce n'est pas quelque chose qui est constant. Pourquoi ? Et c'est aussi... le nitrate et les phosphates qu'on a aujourd'hui dans les fleuves, ça n'a plus rien à voir avec le naturel. C'est essentiellement nos activités humaines qui contrôlent ces valeurs. Excusez-moi, c'était pas pour les nitrates, effectivement, on a globalement une augmentation. C'est l'intensification des pratiques agricoles. Pour les phosphates, c'est un peu plus compliqué parce que ça, c'est une très très rapide hausse des concentrations jusqu'au milieu des années 80 et maintenant, et ça continue. Le phosphore, les teneurs de phosphore diminuent énormément dans le fleuve. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très variable. Je retiens juste l'exemple un peu du phosphore. Rappelez-vous, avant, je montrais pour le Pô, on peut avoir des phénomènes d'eutrophisation. Là, j'ai trouvé, effectivement, c'est une étude qui a analysé des carottes sédimentaires en face de l'embouchure du Pô. Et ils ont pu démontrer que, je ne vais pas vous expliquer ça, mais c'est par rapport à l'analyse de ce qu'on trouve au niveau du phytoplancton dans les carottes, que l'eutrophisation était peut-être maximale dans les années 80, au début des années 80. C'est justement là où on a le pic de phosphate qui arrive par le fleuve. Donc c'est une preuve que c'est trop de nutriments, c'est pas bon du tout. Voilà, et donc nous on a essayé de modéliser un peu ça pour faire des prédictions un peu, qu'est-ce que ça peut représenter un peu pour le fonctionnement de la Méditerranée. Donc on fait un peu de moyens, on a regardé les années 70 et 2000.
Après, on fait de sorte un peu de modèles assez simples, parce qu'évidemment, je vous ai dit, là, les nitrates, c'est essentiellement les fertilisants qui jouent un rôle. Pour les phosphates, c'est les fertilisants, mais c'est aussi un peu les eaux usées qui peuvent jouer un rôle. Donc c'est un peu plus les sources ponctuelles, mais les fertilisants jouent un rôle aussi très important. Et c'est d'ailleurs peut-être eux qui sont responsables pour la forte baisse des apports en phosphore. Donc on établit des modèles, ça c'est nous, on est les scientifiques, on aime bien ça. Et après on a aussi essayé, mais qu'est-ce que ça pourrait dire pour l'avenir ? Donc j'étais impliqué dans une étude, c'est-à-dire on construit des scénarios, quelle est l'évolution du monde dans l'avenir. On fait un peu la boule du cristal, bien sûr, parce que c'est très difficile de prévoir quel est l'avenir un peu de nos sociétés. Mais c'est pas donc on construit simplement ce qu'on appelle des storylines, des trajectoires. Et justement, là, on peut construire des trajectoires, c'est à la base un peu du recensement des informations qu'on a au niveau de l'agriculture, etc. Donc il y a des scénarios qui ont été définis avec des noms un peu marrants ou bizarres, mais c'est simplement pour vous expliquer, effectivement, il y a des scénarios qui favorisent la globalisation à fond la caisse. Donc si vous pouvez acheter une tomate qui vient de l'Argentine, qui est 2 fois moins chère que chez nous, on va sacrifier l'agriculture chez nous, on achète tous nos tomates en Argentine. En gros, c'est un peu ça. Ou vous favorisez un peu les marchés régionaux, ce qu'on est en train de développer un peu chez nous. Après, c'est aussi, est-ce que vous êtes proactif par rapport à l'environnement ou vous êtes juste réactif? S'il y a un problème, vous essayez de réparer par la suite, même si en général, ça ne marche pas très bien. Donc, c'est juste pour vous c'est des scénarios qu'on construit, mais effectivement qui sont associés avec une évolution démographique, économique, socio-économique, etc. Voilà, parce que c'était intéressant, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire pour les apports en nitrate et en phosphore à la Méditerranée orientale, occidentale, et aussi la mer Noire. Donc vous voyez, le gris, c'est 70-2000. Pour les nitrates, on a un gros changement, c'est ce que je vais vous montrer. Pour les phosphates, on ne voit pas trop, mais c'est simplement parce que le grand pic des phosphates, c'était au milieu, c'était les années 80. Mais ce qui est important, les différents scénarios, je ne vais pas les commenter, mais ça vous donne un peu les différentes possibilités. Pour les nitrates, effectivement, dans l'avenir, on reste dans la variabilité des valeurs qu'on a observées dans le passé. Donc il y a des scénarios un peu pires et pour moins B, mais la variabilité est séparée. Pour la Méditerranée orientale, c'est la même chose. Par contre, pour le phosphate, on n'arrive pas. Les phosphates vont forcément augmenter dans la Méditerranée orientale. Et pourquoi ? C'est simplement lié l'évolution démographique en Méditerranée, c'est dans l'Est et dans le Sud où ça va se faire. Et donc, par exemple, on pourrait calculer en 70, parce que c'est la mer Léventine du Sud, c'est le Nil qui apporte le gros. Au niveau des phosphates, c'était 3% que le Nil apportait. Dans les scénarios futurs, presque la moitié des phosphates de la Méditerranée pourrait arriver du Nil, parce que la population va exploser. Pour vous dire, effectivement, il est tout à fait possible que la fertilisation, entre guillemets, de la Méditerranée par les fleuves, ça pourrait se déplacer de la Méditerranée occidentale vers la Méditerranée orientale. Ah, oui, merci. Donc, après, évidemment, c'était que sur 4 fleuves, des modélisations, il faut toujours faire attention. C'est pour vous montrer, et là aussi, je ne vais pas commenter. Depuis, on a quand même créé une banque de données très, très détaillée sur les bassins versants de la Méditerranée. On a effectivement une caractérisation détaillée. Qu'est-ce qu'on utilise au niveau des fertilisants organiques, inorganiques, et au niveau des récoltes, au niveau de... qu'est-ce qui exporte le fleuve? Ça, c'est des données observées. Et donc, il y a toute une évaluation qui est en train de se faire dans les cadres d'une publication. C'est juste pour, effectivement, pour vous montrer que dans les détails, bien sûr, c'est bien plus complexe. Mais effectivement, c'est la démonstration claire que ce que nous faisons sur les terres, au niveau de nos développements économiques, ça va avoir une répercussion directe sur la mer.
Voilà, donc à chaque fois j'ai essayé de faire un peu à retenir. Donc effectivement les fleuves, c'est les fertilisants un peu de la productivité. En zone côtière, parce que je vous ai montré avant, en mer ouverte c'est quand même un peu différent. Ces apports ont énormément changé, ça risque aussi de changer, donc évidemment ça va forcément avoir des effets et ça pourrait aussi un peu déplacer le centre un peu de productivité. Parce qu'après, ce n'est pas qu'une histoire de quantité, c'est beaucoup aussi une histoire de qualité. Voilà. Finalement, donc, je suis resté jusqu'à là, l'eau, les nutriments qui sont dedans, mais l'eau, les fleuves, ça transporte aussi des sédiments, des particules. D'ailleurs, ça transporte plus des particules que les éléments dissous. Et donc, je veux un peu insister sur ce point-là, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est aussi très affecté par nos activités humaines, parce qu'en particulier les barrages. Et là aussi, j'étais impliqué dans des études avec des étudiants. C'est juste pour vous montrer que là, vous voyez notre bassin versant de la Méditerranée. Il y a quand même, on a pu faire une étude bibliographique très exhaustive. On trouve quand même beaucoup de fleuves sur lesquels on a une estimation sur l'érosion des sols en moyenne. On regarde les quantités de particules qui sont transportées par ce fleuve, on ramène à la superficie du bassin versant, ça nous donne un indicateur sur l'érodabilité des terrains. Donc on a aussi là une grande banque de données, c'est plutôt des données un peu anciennes, on les considère, c'est un peu naturel, c'est pas trop affecté par les barrages, quoique. Après, vous faites des régressions à multiples, donc ça donne des équations barbares. C'est juste, effectivement, on peut démontrer que c'est le débit des fleuves qui joue la morphologie des terrains. Le plus que les terrains sont en pente, bien sûr, le plus que ça s'érode. Après, c'était un peu aussi, c'est surtout les bassins sédimentaires ou les roches sédimentaires en altitude qui sont beaucoup plus érodibles que les roches ignées, par exemple. Et c'est aussi l'occupation de sol. Il y a l'agriculture en particulier est plus vulnérable à l'érosion que la forêt, par exemple. Donc on peut faire une modélisation de ce type-là. Pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, vous voyez qu'effectivement une érodabilité très variable. Ça va de toutes les couleurs, donc elle est aussi ponctuellement très, très variable. Et donc on peut les cartographier de cette façon-là, et on peut faire des bilans, c'est ce que j'ai essayé de faire. On peut considérer que naturellement, le fleuve de la Méditerranée apporte à peu près 1 million de tonnes de sédiments à la Méditerranée. Après, on ramène ça à la superficie. J'ai exclu le Nil parce que le Nil est plus grand que le reste du bassin versant, donc ça fausse un peu les calculs. Mais on a une érodabilité spécifique de 500 tonnes par kilomètre carré par an. Pour vous donner une idée, la moyenne globale, tout le fleuve, c'est de l'ordre de 150. C'est-à-dire la Méditerranée, naturellement, est très érosive. Ce n'est pas surprenant, vous voyez le bassin versant de la Méditerranée, il est très, très, très limité. La Méditerranée, c'est le résultat géologiquement entre la confrontation de l'Afrique et l'Europe. Il y a plein de montagnes qui ont été plissées partout. Donc il y a beaucoup de reliefs, ce qui explique qu'effectivement, on a beaucoup d'érosion en Méditerranée. Donc ça, il faut retenir naturellement beaucoup d'érosion. Et aussi, c'est une petite parenthèse que je rajoutais. Pour nous, c'est aussi intéressant parce que ce type de bilan, vous voyez qu'il y a une distinction au niveau des fleuves de la Méditerranée. On a distingué trois groupes. Les grands fleuves, le Rhône, le Pô, l'Èbre, en jaune. Après, les fleuves un peu intermédiaires en violet. Mais tout ce qui est en rouge, et ça, c'est une particularité de la Méditerranée, il y a énormément de petits fleuves, ce que nous, on appelle le fleuve côtier. Et d'ailleurs, nous, le labo, on est impliqué dans le suivi de la Tête et des autres fleuves côtiers. Ça, c'est une caractéristique de la Méditerranée encore liée au contexte un peu géologique. Mais c'est intéressant parce qu'on peut regarder, évidemment, ces petits fleuves, ça représente un peu plus qu'un tiers de la superficie, mais presque 2 tiers des apports en sédiments.
Ils sont particulièrement importants et c'est une des particularités pour si on veut faire des bilans pour la Méditerranée, on a énormément de petits fleuves qu'il faut tenir compte et ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça justifie d'une certaine manière pourquoi nous, on s'intéresse à des fleuves comme la Tête, ou même si on pourrait dire en termes de quantité absolue, ça n'apporte 3 fois rien, ce n'est pas intéressant. C'était une parenthèse. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement, il y a beaucoup de barrages en Méditerranée. Ça, c'est une banque de données qui a globalement cartographié des barrages. C'est pratiquement que le grand barrage, où il y a aussi quelques petits qui sont là-dedans, mais effectivement, cette image n'est pas du tout complète. Mais effectivement, on peut déjà travailler avec ça, et l'étudiant que j'avais en thèse, donc on a utilisé un peu ces données-là. Et après, parce qu'on peut dire, dans les barrages, ça retient des sédiments, mais comment on peut calculer ça? C'est tout simplement une histoire du temps de résidence. Le plus de temps que vous laissez stagner l'eau dans les barrages, le plus les sédiments ont le temps de se déposer au fond. Et on utilise, c'est des types de relations généralistes qu'on peut critiquer, mais on peut retenir globalement, si vous avez un temps de résidence de 10 jours, vous retenez 70% des sédiments déjà. Pour vous donner un ordre de grandeur, le temps de résidence du barrage de Nil, c'est 2 ans. Donc vous pouvez vous imaginer, du barrage de Nil, il n'y a plus aucune particule qui va sortir. Donc on a utilisé effectivement ce type de relation, ça fait beaucoup de calculs informatiques, mais effectivement on peut calculer rien que ce barrage-là, ça retient déjà un tiers des sédiments dans le fleuve, qui n'arrivent aujourd'hui plus jusqu'à la zone côtière. Et en plus, cet étudiant, évidemment, il venait de l'Algérie. Donc, on a fait une étude un peu beaucoup plus pointue, parce qu'on dit que c'est loin d'être tous les barrages. Donc, on a fait une sorte de cartographie pour le Maghreb en particulier. Dans la grande banque de données que je vais vous montrer, on avait une 50aine de barrages. Lui, il a trouvé presque 500, donc presque 10 fois plus. C'est souvent de tout petits barrages qu'il a cartographiés avec Google Earth. Et donc, ça, c'est... Mais effectivement, si vous tenez compte de ça, ce n'est pas un tiers, c'est 2 tiers des sédiments qui sont retenus. Donc, et ça, effectivement, pourquoi c'est important? Parce que c'est les sédiments qui édifient notre littoral, le plage. S'il n'y a plus de particules qui arrivent, évidemment, le plage va s'éroder. Et je ne vous ai pas montré, pour compliquer, on fait des études chez nous sur justement l'érosion des plages dans le littoral. On peut clairement démontrer que nos plages sont en érosion, parce qu'ils sont en carence sédimentaire. Voilà, donc j'ai déjà les conclusions. Donc évidemment, ça c'est naturellement, on a beaucoup de particules qui arrivent. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est en particulier les sables, c'est les particules grossiers, et qui sont retenus beaucoup plus efficacement dans les barrages que le reste. Donc évidemment, au niveau des sables, il n'y a pratiquement plus rien qui arrive. Et effectivement, le littoral en carence va s'éroder. Et effectivement, face aux autres tendances de l'augmentation du niveau de la mer, donc effectivement, on va beaucoup aggraver les problèmes. Donc voilà, c'était mon troisième exemple, un peu au niveau de la recherche. Et finalement, je voudrais retenir effectivement sur les problèmes qui intéressent beaucoup sur les plastiques, parce que, voilà, c'est parfait, je pense qu'en 5 minutes, je vais terminer. Et effectivement, ça c'est... donc je parlerai un peu sur le problème des plastiques, que vous connaissez peut-être, c'est parce que vous avez dû entendre parler, si on regarde où on trouve le plastique en mer, c'est les zones grises qui sont affichées ici, c'est ce qu'on appelle les gyres océaniques, c'est des circulations circulaires, et qui concentrent les plastiques. Et vous voyez les concentrations, c'est rouge dans ces gyres-là, parce que c'est beaucoup plus concentré que dans les autres zones. Ça, mais après, si vous regardez en Méditerranée, on a les mêmes couleurs que là. Évidemment, la Méditerranée est aussi polluée que les gyres océaniques. Ce n'est pas surprenant, je vous ai montré avant que la Méditerranée est très influencée par les fleuves. Évidemment, il y a beaucoup de fleuves autour qui apportent beaucoup de plastique.
Voilà, donc, et évidemment, il y a ce qu'on appelle un peu le problème du missing plastic. Après, il y a plein de calculs on a à peu près une idée de ce qu'on a dans l'eau de mer, quoique ce n'est pas si simple que ça, les études, les estimations, ça varie. Mais après, on a aussi des estimations qui sont très, 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 très fluctuantes, ceux qui apportent par le fleuve ou par des rejets directs. Et on peut dire, on trouve que 1% du plastique par rapport à ce qui arrive tous les ans, il n'y a que 1% qu'on trouve dans l'eau de mer, à peu près. Et effectivement, ça c'est un problème parce qu'on se pose la question, mais où va le reste? Si 99% disparaissent, est-ce que ça va dans les sédiments? Ok, mais est-ce que ça va dans le poisson? Ça c'est un peu plus inquiétant. Et pour ça, évidemment, pour vous dire, la question des bilans, c'est pas qu'une question anecdotique. C'est très important. Est-ce qu'on trouve tout le plastique en mer ou est-ce qu'on ne le retrouve pas? Et justement, ça, j'ai pris une étudiante en thèse, on est justement impliqué un peu dans des approches un peu de modélisation, on veut essayer de quantifier. Mais justement, quand j'ai pris cette étudiante en thèse, c'était pratique, il y avait une grande publication qui a été sortie dans Nature, qui dit c'est essentiellement ce qu'on appelle le mismanaged plastic waste, c'est-à-dire les déchets de plastique qu'on sait mal gérer. Donc, c'est une formule qui a été proposée et c'était une publication un peu à l'échelle globale. Effectivement, il y a à peu près 2 millions de tonnes de plastique qui arrivent de cette façon-là. Donc nous, on était tout contents. Là, mon étudiant arrive, on a un modèle, super, on peut continuer. Et effectivement, on a quantifié, pour la Méditerranée, il y a à peu près 15 à 20 000 tonnes de plastique qui arrivent. À savoir, dans l'eau de mer, on a à peu près 10%, 1500. Donc on pourrait dire, pour la Méditerranée, le rapport, c'est peut-être pas 1%, on a 10% de ce qui arrive par le fleuve qu'on trouve dans l'eau de mer. Après, évidemment, il y a une autre publication qui est sortie qui utilisait pratiquement les mêmes données, mais qui arrive 10 fois plus. Donc, évidemment, ce n'est pas 20 000 tonnes, c'est 200 000 tonnes à peu près. Voilà, les mêmes données, effectivement, on se pose un peu des questions. C'est un peu bizarre, avec les mêmes données, ils trouvent 10 fois plus. Et après, justement, nous, on a aussi, il y a un étudiant en thèse de Philippe qui vient de soutenir, on a un peu regardé les relations des plastiques dans le Rhône, parce que les concentrations en général sont toujours mesurées quand il fait beau avec des filets plancton. Mais après, on a quand même le gros de transport qui s'est fait pendant les crues. On a beaucoup de sédiments, on ne peut pas prélever. On est arrivé de faire des prélèvements dans le Rhône quand même pendant les crues. Et là, les plastiques, effectivement, ça se dilue énormément. Au niveau du bilan, bien sûr, ça a un impact. Donc, on a essayé un peu pour provoquer de faire un modèle un peu alternatif. On ne prend pas que le mismanaged plastic waste, on prend aussi le flux sédimentaire, ce que je vous ai montré avant. Et donc, effectivement, on arrive à un modèle de 2000 tonnes. Donc, vous voyez que la modélisation, c'est super, ça vous prédit le plastique entre 2000 tonnes et 200 000 tonnes. Donc, c'est pas pour dire la modélisation est nulle, c'est au contraire, je le dis un peu de manière provocateur, parce qu'on a quand même compris à travers cet exercice où il y a les problèmes, ce qu'il ne faut pas faire au niveau des prélèvements de fleuves et au niveau des calculs. Et justement, on est en train de rédiger une publication un peu là-dessus. Donc ça, c'est quand même au niveau des connaissances, qu'est-ce qui contrôle finalement le flux de plastique? Il y a encore des choses à faire, mais effectivement, c'est la vraie science et c'est pas, donc c'est très, très important. Ce qui était intéressant aussi, parce que ça aussi ça n'a pas la même conséquence au niveau de la répercussion spatiale des modèles extrémistes. Pratiquement tout le plastique devrait arriver en Méditerranée par le Nil, et on sait à travers de nos observations, il y a quelques valeurs très élevées qui ont été observées au large de l'Israël et tout ça, mais c'est peut-être pas le Nil qui apporte tous les plastiques à la Méditerranée. Voilà, à retenir, donc effectivement, il y a quand même beaucoup de la vraie recherche encore à faire pour comprendre un peu les flux de plastique dans les fleuves. On peut, avec la modélisation, effectivement, les bilans, c'est encore difficile à les contraindre.
Mais effectivement, il faut aussi un peu regarder, il faut essayer de qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la répartition spatiale. Parce que si on prend les grands modèles globaux qui ont été publiés dans Nature, etc., il y a pratiquement tous les plastiques qui arrivent par l'Asie, qui est peut-être pas, par les fleuves, par les Chinois, qui est peut-être pas la réalité non plus. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je suis à votre disposition pour la question.